An interesting aspect of the Tunisian revolution is the presence and role of the police and the army pivotal in different ways during the uprising. Autant on a besoin d'ordre, de police d'un État moderne, autant on ne voudrait pas que les anciens réflexes répressifs de la police reprennent le dessus. Et maintenant, est-ce que vous avez est-ce que t'as confiance en eux ou la police? Maintenant, ouais. Bon, j'ai besoin d'eux, mais j'ai pas confiance en eux. On a besoin d'eux, car c'est eux qui mènent la loi, ceux qui appliquent la loi. Le comportement des flics, ça a complètement changé. Une anecdote, Amel, j'étais parti avec Amel pour qu'elle change sa carte d'identité. Parce qu'il voulait une photo avec le foulard. Je t'assure, il ne reste flic pour nous demander ce qu'on voulait boire. Marhaba, bienvenue, tout ça, et tfadlo, asseyez-vous, bonjour monsieur, bonjour madame. Maintenant, on ne les voit pas. Et ils ne sortent pas d'ailleurs. Ils ne sortent pas, sauf la dernière fois, il y a eu un petit problème à Midoun. Ils sont allés appeler les flics, ils leur ont dit ben, nous, on est en grève, on ne vient pas. Donc, c'est vrai qu'il y a un manque terrible de sécurité. L'armée a certainement joué un rôle très important dans la révolution tunisienne, dans la mesure où, lorsque les forces de l'ordre ont été dépassées, il y avait le général Ben Ali a, semble-t-il, fait appel à l'armée, ce qui est normal. L'armée a refusé d'appliquer les ordres. Et notamment, il y a un nom qui circule, le général Ammar, qui dirige le chef d'état-major des armées, a refusé de tirer sur les manifestants et de faire la contre-révolution. Donc l'armée a laissé faire jusqu'à ce que le pouvoir tombe de lui-même. Les militaires, ils étaient neutres, donc on ne peut pas dire qu'ils ont aidé. Ils n'ont jamais tiré sur les citoyens. Ils étaient neutres. Il y a des moments où ils sont même intervenus entre la police, qui ont massacré certaines personnes, et les citoyens. Donc le mot « aider », je ne pense pas, mais faciliter cette révolution, oui, c'est le mot juste, c'est le mot qu'il faut. Si les militaires ont intervenu, je pense qu'on ne serait pas là. C'est exactement ce qui se passe en Syrie et en Libye. Donc c'est grâce aux militaires. Alors, peut-on employer le mot aider, mais leur neutralité a facilité beaucoup les choses. On entendait des trucs, pas mal de trucs sur l'armée. On ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Est-ce que l'armée était dans le coup avec les Américains pour le départ de Ben Ali? Est-ce que c'est vrai que l'armée a refusé de tirer sur la foule? Ou est-ce que c'est juste une opération de publicité? Moi, ce que j'ai vu, par exemple, à Djerba, le jour de la grande manif, à Midoun, nous, on tenait, après être sortis du lycée de Midoun dans un cortège, on s'est réunis sur une place publique. Il y avait, dès que le camion de l'armée est arrivé avec les soldats, tout le monde a commencé à crier « Vive l'armée, vive l'armée !» Ils sont descendus, ils nous ont salué les gens, ils sont mis à côté. On ne sait pas s'ils sont venus juste pour le décor ou ils sont venus pour protéger exactement les manifestants des flics. Je ne sais pas. On ne savait pas les ordres c'était quoi exactement. Mais il n'y a jamais eu de problème avec l'armée. Même on voyait sur les chaînes de télé, les gens qui embrassaient les soldats et tout ça. Et comment la révolution a affecté ta vie journalière? La vie journalière, j'ai un peu peur maintenant. Ah La bon? nuit, j'ai un peu peur. Il n'y a pas assez de police. Tu vois, quand tu vois dans chaque rond-point, dans chaque carrefour, un policier, après, quand tu trouves aucun policier, ça fait un peu bizarre. Et t'as l'impression t'as peur quand même. C'est pas l'impression, mais t'as peur. L'armée ensuite a joué un grand rôle dans la préservation des institutions de l'État, des ministères, de l'ordre public, etc. Et son rôle a été beaucoup apprécié par les Tunisiens dans la mesure où elle n'a jamais tiré sur les gens. Les gens sont contents de ce rôle-là et ils sont contents que l'armée n'intervienne pas dans la vie civile, entre guillemets, des gens. C'est-à-dire qu'elle s'est occupée de la préservation de l'État.
Donc son rôle a été jugé très positivement et elle aurait pu, par exemple, comme dans beaucoup d'autres pays, elle prend le pouvoir, elle nomme les ministres et elle fait un état de siège, ce qui n'est pas arrivé en Tunisie. Elle a laissé la société civile s'arranger et les partis politiques s'arranger et trouver une forme de compromis. So, what next for Tunisia? The term democracy has been used constantly since the revolution in the political arena. How realistic is this objective? Les partis politiques et les idéologies qui circulent dans le pays vont faire la Tunisie de demain. Il y a deux tendances dans la société d'aujourd'hui. Il y a une tendance entre guillemets islamiste. Il y a les autres groupes de partis qui sont entre guillemets des démocrates, se basant sur des principes de la démocratie européenne. Le Tunisien moyen, il s'en fout. Qui va gouverner du moment que on protège la démocratie? On n'a pas envie de perdre cette démocratie. Nous, il y a eu des morts, ils se sont battus pour cette démocratie, donc impossible de la perdre. Qui va gouverner, que ce soit Nahda, ou les communistes, ou les libéraux, l'essentiel c'est... Et personne ne pourra plus prendre les Tunisiens pour des dupes, parce qu'ils sont très cultivés, très conscients de ce qui se passe, ils n'ont pas envie de perdre cet acquis. Donc il y aura la démocratie. Les islamistes auront peut-être, comme les extrémistes en France, 15 à 25%, que l'extrême droite et autres, mais pas plus. Pour le moment, pour cette période, pendant 2 ans, je ne dirais pas qu'il y aura de la démocratie. Car avec un peuple qui n'a pas vécu en liberté, c'est un peu dur de comprendre la liberté et les limites de la liberté. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est demain. Mais quand on pense maintenant à ce qui s'est passé avant, ce qui existait avant, bien sûr, quand on y réfléchit, on dit ouf, c'est parti. Il y a certaines nouvelles, par exemple, comme on pensait qu'il y avait le changement, on espérait que la télévision tunisienne, ça va changer. Mais toujours, pour moi, je parle, enfin du moins, ma première source d'information, c'est les chaînes de satellites, comme Al Jazeera, France 24 et tout ça. Et je regarde des vidéos sur Facebook, mais regardez les vidéos sur Facebook avec beaucoup de précautions. Peu à peu, il y avait un exemple, peu à peu, on arrive à tout. C'est pas dans un seul coup, mais peu à peu, on arrive à tout. Et espérons que tout le monde, et toute l'Afrique, oui, et toute l'Afrique, qu'il change un peu. Il y avait les présidents, et ils prennent une place, ça bouge plus. Alors, on a des jeunesses qui ont des idées, qui ont des choses, et il faut changer, Tunisia's southern area shares a border with Libya. As a result, many Libyans have fled Gaddafi's oppressive regime. How is Tunisia dealing with this, and how is this influx perceived by the people? Et je pense que la plupart des Tunisiens, ils pensent comme moi, ils l'ont prouvé au moins, que toute personne qui a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, elle est toujours la bienvenue. Même si on n'a pas beaucoup à leur donner. Si on arrive à leur donner la sécurité, c'est largement suffisant, je pense. Tu sais que si tu vas... Enfin, tout à l'heure, je passais par Mahboubi. Je voyais pas mal de voitures libyennes devant l'école de Mahboubi. En Tunisie, ils ont scolarisé les enfants des Libyens. Je crois qu'il y a quelques milliers d'élèves libyens qui ont passé leurs examens dans les écoles tunisiennes. Tu sais, quand tu vas à El Mey, au croisement, il y a toute une affiche. C'est marqué point d'information pour nos frères libyens. Ils ont mis un numéro de téléphone pour que chaque Libyen qui arrive, il peut appeler pour demander s'il y a une maison où il habite, s'il y a de quoi manger, tout ce qu'il veut. C'est une très grande affiche. Et je t'assure que les gens ils font ça de très bon cœur. Il y a pas mal de familles tunisiennes qui ont hébergé les Libyens chez eux, pas loués, il y a des gens qui ont loué, mais il y a des gens qui ont mis à disposition des Libyens des maisons vides, malgré qu'ils peuvent les louer.
Personnellement, ça, c'est un avis personnel. J'ai eu beaucoup de déboires avec les Libyens et donc je dis ce que je pense. Euh, et je pense que le taux d'analphabétisme en Libye, Kadhafi pendant 40 ans, il a tout fait, il a massacré son peuple. C'est un peuple analphabète qui n'a aucun savoir-vivre et qui n'a aucun respect. Pour eux, malheureusement, bon, toutes les Tunisiennes, c'est des putes. Aucun respect. Un jour, je me rappelle, dans mon cabinet, et j'étais obligé d'être agressif, voire même verbalement et voire même physiquement, parce que je l'ai poussé, je l'ai même frappé. Il y avait une dame, une gerbienne très jolie, avec un petit gamin. Il commence à la draguer dans mon cabinet. Et comme elle n'a pas marché, il se lève, il lui donne 20 dinars, et il donne 20 dinars à son gamin. La dame n'a pas accepté, donc elle voulait partir, elle s'est plainte. Je suis sorti, on m'a raconté l'histoire, j'ai gueulé et je l'ai tapé, je l'ai poussé. Donc, et dernièrement, il y a eu une bagarre, il y a 2 semaines, une bagarre entre les pros et les anti-Kadhafi dans mon cabinet. Aucun respect. Je pense que à chaque fois qu'il y a un Libyen qui fait cette connerie ou qui fait une bêtise, il faut l'expulser, il sera interdit de séjour en Tunisie, voire même, on n'a pas besoin, on peut, ça se voit, les réfugiés, on peut les voir, on peut les aider, mais les autres, pour le moment, il faut leur interdire, ou bien, comme ce qu'ils ont fait les Turcs avec les Syriens, il faut les garder dans des camps de réfugiés. Il y a des camps de réfugiés. Nous, on a fait ça pour les réfugiés transitaires qui ne posaient aucun problème. Et pour les Libyens, on s'est dit, bah, allez-y, vous êtes nos frères, allez-y, faites ce que vous voulez. Et la Tunisie, c'est devenu un bordel monstre. Est-ce que pour toi, les Libyens sont les bienvenus ici? Pour moi, Ouais. bien sûr qu'ils sont le bienvenu. Sauf qu'ils doivent respecter aussi la loi de la Tunisie. Ils sont les bienvenus. Quand même, c'est un génocide ce qui passe en Libye. Et pour moi, les Libyens, c'est des frères. Sauf qu'ils doivent respecter les lois. Ils ne doivent pas abuser. C'est assez simple. Il y avait un arabe qui s'appelait Hatem al-Ta'i. Hatem al-Ta'i. C'était avant l'islam. Hein. Il paraît que le soir, il allumait le feu devant sa tente pour qu'il, s'il y a une caravane qui passe, voit le feu et qu'il vient chez lui pour leur donner à manger. Tu sais que pour l'arabe, le plus cher de ce qu'il possède, c'est son cheval. Il paraît que Hatem al-Ta'i, il y avait un soir, il y avait une caravane qui est venue, il n'avait pas de quoi leur donner à manger. Il a égorgé son cheval pour leur faire à manger. Et depuis ce temps-là, on dit Kérim comme Hatem al-Ta'i, c'est-à-dire quelqu'un qui donne aux autres comme ce mec-là.